Pierre Lemaître, comment éviter de répéter ce que tout le monde entend ces derniers jours au sujet de votre dernier roman sur les plateaux de télévision, dans les studios des radios, dans les pages des journaux? Comment ne pas redire que vous êtes un enfant des années 50, ayant grandi en Seine-Saint-Denis, bercé par la littérature, élevé par des parents modestes mais dévorant les livres de poche, n'osant espérer que leur fils devienne écrivain? Comment ne pas rappeler que votre parcours de romancier est une traversée et qu'il vous en a fallu du temps pour narrer le temps d'un siècle et vous inscrire dans le cours des belles lettres? Comment ne pas insister sur une de vos plus grandes qualités, la lenteur? Comment ne pas évoquer le fait que vous êtes porté par un amour fou, merveilleux et fulgurant qui vous a mené au prix Goncourt et ouvert les portes d'une vie nouvelle? Nous pensons savoir tant de choses en inscrivant votre nom sur un moteur de recherche. Et je convie l'assemblée nombreuse de ce soir à poursuivre l'enquête, si elle le souhaite, à la fin de notre rencontre, afin de glaner les anecdotes, les conseils, les éléments que vous n'avez eu de cesse de révéler depuis bientôt 2 décennies. Pour le reste, nous ne nous approcherons jamais mieux de votre être qu'en vous lisant, puisque, comme vous aimez à le préciser, vous n'avancez pas masqué, tout est écrit. Pour le reste, nous avons cette heure ici même à vos côtés pour toucher la matière de vos œuvres, un peu de la substance de vos pensées. Mais savent-ils, cher Pierre Lemaître, en préambule, pour que nous partions tous du même pied, car certains détails à votre sujet valent tout de même la peine d'être mentionnés, savent-ils que vous vous rêviez comédien et que vous pleurez au théâtre ? Nous y sommes, au théâtre, et j'espère que vous nous ferez l'honneur de quelques-unes de vos larmes. Savent-ils que vous n'aimez pas les voyages, étant donné que, marchant dans les rues, vous avez la capacité de vous transporter à n'importe quelle heure de l'aube au crépuscule, à Saïgon, sur le périphérique parisien, en province, sans prendre ni avion ni train? Savent-ils aussi que vous avez chanté au sein d'une chorale, mais que vous n'aimez guère la musique, fuyant celle des cafés et surtout du jour de sa fête, préférant celle du silence, celle des mots sur le papier? Savent-ils encore que vous avez joué de la guitare, de la clarinette et que vous avez pratiqué le marathon? Cette dernière discipline, vous semblez ne l'avoir jamais abandonnée. Vous qui avez enseigné la littérature avant que votre littérature soit enseignée, êtes un autodidacte, un déclassé. Vous vous êtes construit grâce aux ratages, aux épreuves, aux obstacles, et ainsi, vous avez forgé ce caractère endurant, persévérant, discipliné, constant, tonique et colérique. Vous jubilez en inventant, vous vous amusez à déjouer le mythe de l'écrivain, vous définissant artisan, besogneux de l'écriture, toujours à la tâche, à réécrire, car l'écriture en dehors de la réécriture n'existe pas, n'est-ce pas? Alors, prendre les chemins de traverse pour interroger l'âme humaine, tel est votre grand projet de constructeur, de maçon, d'architecte. Bâtir des livres avec photographies et tableaux sur chaque mur, dans chaque pièce de la maison du siècle. Qu'ils soient noirs, polars, espions, picaresques, tragiques, qu'ils soient écrits depuis l'enfance, en secret, ou depuis hier, en pleine lumière, vos romans sondent avec minutie et campent des héros trempés dans le magma des émotions, car ce sont elles qui conduisent, qui emportent, qui enivrent. Jamais, au grand jamais, vous ne sacrifierez vos personnages aux intrigues. Pierre Lemaître, vous êtes ce type qui raconte des histoires, ce menteur chevronné, ce joueur acharné vous méfiant de ce que vous croyez savoir, cet homme heureux, gardien de la voie du rythme, essayant invariablement de faire très bien des choses très simples, se défaisant de l'idée d'écrire bien pour feuilleter, voire effeuiller le siècle. Vous convoquez la littérature, caisse de résonance de nos humanités, faisant confiance à votre travail plutôt qu'à votre talent, marchant dans les pas de ceux qui vous ont précédés, gorgé du substrat des autres, devenant à votre tour celui dont les autres seront peut-être imprégnés, et ainsi de suite, jusqu'après vous, jusqu'après eux, jusqu'à la fin des temps, pourvu que nous n'arrêtions pas d'écrire. Bienvenue Pierre Lemaître. Bon, je vais y aller, moi. Vous avez déjà envie de me quitter, de nous quitter? Non, mais tout est dit, quoi. En fait, il faut bien comprendre
La vie d'un écrivain, c'est pas spécialement intéressant. Hein. C'est pour ça que j'ai préféré dire tout au départ. Oui, non, vous avez bien fait. C'est à moi maintenant ? C'est à vous. Okay. La vie d'un écrivain, c'est pas spécialement intéressant. En fait, le véritable intérêt, c'est ses livres. Hein. Donc, vous avez raison dans votre présentation de dire qu'au fond, l'essentiel, c'est dans ce qu'on arrive à faire passer à travers son travail. Je dis pas son œuvre parce que j'ai pas cette prétention-là, mais enfin son travail, parce que être écrivain, je sais pas ce que c'est, mais être romancier, je commence à savoir un petit peu. Eh bien, puisque tout est écrit, on va démarrer par une lecture. Par la première page, des belles promesses. Parce que j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent à peu près le chemin de ce Pierre Lemaitre en question. Le 4e tome est sorti. Hein, après Le Grand Monde, après Le Silence et la colère, après Un avenir radieux, nous avons les belles promesses et nous avons le privilège et l'honneur d'entendre la voix de l'auteur lire la première page de ce roman. Chapitre 1. Comme il regrettait tout ça. Du bas de la rue Lamarck, Jean s'arrêta et, levant la tête, regarda avec anxiété les 2 volets du redoutable escalier qui monte en pente raide jusqu'à la rue Caulaincourt. Pour l'éviter, il lui faudrait faire un long détour. Bien qu'il soit déjà légèrement en retard, il hésita un moment parce que la rondeur qui autrefois lui avait valu le surnom de Bouboule s'était, avec l'âge, transformé en embonpoint. Geneviève, son épouse, soutenait qu'il avait 30 kilos de trop. Bon, le médecin, plus modeste, parlait de 15, bon, peu importe, il s'essoufflait vite. Qu'il choisisse de creuser son retard ou qu'il affronte résolument la montée des marches, la décision semblait purement technique. Jean était loin d'imaginer qu'en réalité, ce choix, en apparence anodin, pouvait modifier le cours de son existence. Il renonça à grimper et préféra remonter paisiblement en direction de la rue des Saules. « On m'attendra, voilà tout », se dit-il. Les jeux étaient faits. Voilà la première page. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette entrée en matière. Je rappelle, je ne l'ai pas dit dans le portrait, que M. Pierre Lemaitre enregistre la plupart donc, de ses livres en livre audio. Vous pouvez donc l'écouter à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors cette histoire de cours du destin, cette chose qui vient tout à coup, qui surgit, que l'on n'anticipe pas, cette petite histoire qui vient rencontrer la grande, c'est l'ouverture. Ces pages dont vous dites qu'elles sont les plus difficiles à écrire. Non, le début est de toute façon toujours difficile à écrire. Il y a 2 choses à dire là-dessus. Le début, c'est ce qui me prend le plus de temps. Les 40 premières pages me prennent à elles seules le quart du temps de travail du roman. Parce que chaque romancier a sa conception de son travail. Vous ne trouverez pas 2 romanciers qui parlent de la même manière de leur travail. Moi, je l'assimile au saut en longueur. Saut en longueur, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez vu des sauteurs en longueur, en fait, ils font très attention de mettre le pied mais au centimètre près exactement sur la planche d'appel, faute de quoi ils partent dans le décor, ils savent que ça ne pourra pas se faire. Et je considère que le roman fonctionne de cette façon aussi. C'est-à-dire que, au fond, il faut être sur le bon pied d'appel et être parfaitement rectiligne par rapport à l'objectif que vous avez. Si au départ vous avez un petit écart de tonalité, de rythme, de contenu. Vous avez un petit écart au début, mais dans quelques chapitres, l'écart va se creuser et en fait, le chemin que vous avez dessiné, vous devrez rebrousser chemin pour le reprendre. Hein. Donc en fait, les premières pages, celles-ci par exemple, ont été très longues à écrire. C'est une page, hein, ça paraît simple comme ça, mais en fait, pour être sûr d'être dans la bonne rythmique, il faut beaucoup travailler. Enfin, il me faut, moi, beaucoup travailler. C'est ce qui me sauve. Ce qui me sauve, c'est que mon premier jet est très mauvais. Très, très, très mauvais. J'ai des confrères qui ont un premier jet absolument merveilleux. Le problème, c'est que souvent, ils s'en contentent. Moi-même, si j'avais un premier jet très brillant, sûrement, je serais tenté de m'en contenter. Mais par bonheur, il est très mauvais, ce qui m'oblige à beaucoup travailler. Et comme je compte beaucoup plus sur mon travail que sur mon talent, c'est un petit peu ce qui me sauve. Puis la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que c'est aussi une conception du roman. Hein.
La conception du roman que j'ai, c'est celle dans laquelle les épisodes ne fonctionnent pas comme dans un roman d'aventure. Je peux dire un petit mot là-dessus ? Le roman d'aventure, alors on met un S à roman d'aventure, il a pour prototype un petit peu les romans de Jules Verne. Hein. Ce sont des romans... il se faisait bien avant Jules Verne, hein, mais je veux dire que c'est peut-être l'exemple le plus commun à nous tous. On a tous lu un roman de Jules Verne dans notre enfance. Et en fait, dans ces romans-là, les épisodes se succèdent, mais ils n'ont d'influence ni sur les personnages, ni sur l'intrigue principale. Hein. On prend l'exemple, Michel Strogoff, il va faire une mission pour le tsar. Donc il va surmonter un certain nombre d'obstacles et puis il va y arriver. Mais tous ces obstacles, les épisodes intermédiaires, au fond il y en aurait plus, il y en aurait moins, vous les intervertissez, vous avez la même histoire. Pourquoi ? Parce que au fond l'épisode n'est là que pour distraire, pour faire apprendre, dans le cas de Jules Verne qui était un petit peu pédagogue, alors que la conception que j'ai du roman est exactement inverse. C'est-à-dire que chaque épisode doit avoir la vertu de modifier l'intrigue principale. Donc ça crée chez le lecteur une situation d'incertitude, ce qui est plutôt bien, ça crée une sorte de suspense. Que va-t-il se passer ? Et la deuxième chose, c'est que ça modifie le personnage. Il faut dans un roman que le personnage sorte différent de ce qu'il est entré. Michel Strogoff, au début du roman, il est exactement le même que celui qui va sortir à la fin du roman. Mais c'est la grande différence avec Edmond Dantès dans Monte Cristo ou avec Jean Valjean. Ce sont des gens qui rentrent dans le roman et qui n'ont rien à voir avec celui qui va sortir 500 pages ou 1000 pages plus loin. Donc ça, c'est la conception que j'ai du roman et c'est la raison pour laquelle, dès le départ, j'essaie de créer une situation d'incertitude. Par exemple, là, ici, les jeux étaient faits. J'essaie de mettre le lecteur, la lectrice dans une situation d'incertitude. Juste un peu bavard, excusez-moi. Mais non, pas du tout. Et alors justement, c'est ce rapport au piège dont vous parlez. Vous voulez piéger le lecteur, vous le dites souvent. Le piéger pour pouvoir justement maintenir cette attention. Vous parlez souvent du lecteur comme s'il était sans cesse à vos côtés lorsque vous écrivez. Vous le quittez jamais ? Alors, vous avez tout à fait raison. C'est une expression très ambiguë qu'un romancier pense au lecteur. Hein, elle est très ambivalente, cette expression. Si vous dites « je pense tout le temps au lecteur », on peut s'imaginer que vous faites un roman pour plaire au lecteur. Au fond, on connaît un certain nombre d'écrivains, de romanciers. Finalement, leur idée, c'est d'essayer de faire le livre qui va plaire. Et donc, en fait, ils sont en permanence dans l'anticipation de ce qu'ils espèrent être le désir du lecteur. Et au fond, ils ont envie de plaire et ils font ce qu'on appelle un roman un petit peu démagogique. C'est-à-dire, au fond, peu importe le livre qu'ils ont, eux, envie d'écrire, parfois ils n'ont aucune envie, il n'y a aucune idée sur ce qu'ils vont écrire, mais en fait, ils veulent se couler dans le désir qu'ils prêtent au lecteur et à la lectrice. Ça se sent bien à la lecture. Alors, moi aussi, je pense beaucoup au lecteur, mais pour des raisons diamétralement opposées. Non pas que j'ai envie de déplaire, je n'ai pas envie de déplaire au lecteur et à la lectrice, hein, mais je ne fais pas le roman pour leur plaire, c'est-à-dire, ma pensée, c'est toujours celle de « est-ce que je suis efficace ?» C'est-à-dire, si j'ai envie d'être drôle, si j'ai envie de faire rire, je relis plusieurs fois en me disant « est-ce que c'est vraiment drôle ?» Si j'ai envie de scandaliser le lecteur, la lectrice, je me dis « est-ce que ce que j'écris est scandaleux ?» Quand j'ai envie de l'émouvoir, est-ce que ce passage est émouvant ? Quand j'ai envie de l'interroger, est-ce que ce passage pose une question ? Donc en fait, je pense tout le temps au lecteur, mais non pas pour me couler dans le désir que je lui suppose, mais simplement pour essayer de faire en sorte que le lecteur vive l'aventure que j'ai envie de lui faire vivre à travers le roman. Si avec Geneviève, les gens rient, c'est généralement parce que je l'ai espéré et que j'ai essayé de faire en sorte qu'ils rient. Si j'ai envie de les scandaliser, c'est parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient scandalisés. Le pire, évidemment, c'est quand j'ai envie de les faire rire et qu'ils sont scandalisés. Là, on peut dire que c'est carton plein, j'ai tout faux. Hein. Mais enfin, bon, globalement, j'y arrive à peu près. Et est-ce que, comme certains des personnages, vous sortez du roman différemment que lorsque vous y êtes entré ? Vous ? Est-ce que ça vous fait quelque chose ? Non, simplement... Non, vous êtes toujours le même au début, à la fin, à la sortie, à l'entrée ? Non, pas tout à fait le même, parce que généralement, j'ai vieilli. Hein. Oui, mais à part ça... il me faut 18 mois Est-ce que ça vient percuter quelque chose ? Est-ce que vous êtes aussi traversé par votre propre écriture ? Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais je ne suis pas un écrivain qui souffre.
Ah non, mais je ne disais pas ça du tout. Non, traverser n'est pas forcément souffrir. Traverser. Ouais. Est-ce que ça fait quelque chose, quoi? Non, ça fait rien. Non, j'ai pas dit que ça faisait rien. Non, mais si vous voulez, l'expérience de l'écriture n'est pas cathartique pour moi. Ce que je veux dire, c'est que, au fond, je vis avec mes personnages et ça me suffit en soi de vivre pendant 18 mois avec une intrigue, avec mes personnages, je vis avec eux et quand je ferme le roman, je m'apprête à vivre une autre aventure. Mais en soi, je n'ai pris simplement que 18 mois d'âge, ce qui, à mon âge, est très important. Je veux dire, c'est pas... riez maintenant parce que ça vous guette. Ça nous guette tous. Oh ils sont pas tous jeunes. Donc, mais si, il n'y a que des jeunes, là, il y a que des jeunes. Non, ce que je veux dire, c'est que l'écriture d'un roman n'est pas une expérience existentielle chez moi. On n'apprend rien de soi lorsqu'on écrit. Si, mais pas de manière... Mais ce n'est pas une révélation. On apprend bien sûr des choses de soi, bien sûr. Mais ce n'est pas une révélation et je ne peux pas dire que l'expérience est cathartique, quoi. La fiction, justement, cette fameuse fiction dont vous avez besoin, dont vous dites que le monde a besoin, que l'humain a besoin, désespérément presque. Vous dites même, je veux que la fiction gagne, tellement le constat peut-être que l'on fait sur le monde qui nous entoure est accablant. Vous avez c'est quoi? C'est sauf qui peut la fiction? C'est pas tellement que la fiction vienne nous consoler d'un monde accablant. C'est que la fiction est une grille de lecture du réel. Aragon disait la littérature est une machine à décrypter le réel. Ce qu'il y a de particulier avec la littérature, c'est que elle a pour outil l'émotion du lecteur. En fait, le roman n'est pas le lieu de l'intelligence. Alors c'est pas non plus le lieu de la bêtise, enfin quoi que certains livres s'y emploient. Oui, mais pas le vôtre. Et même certains y réussissent bien. J'ai des noms, hein. Bon, Ah mais on veut bien. Mais je suis pas cafeteur. Oh, vous êtes menteur, mais pas cafeteur. Non. En fait, la fiction a de tout temps, depuis l'Antiquité, été une manière de comprendre le monde. C'était comme ça qu'était faite la mythologie. Quand on ne savait pas pourquoi il y avait des volcans, on inventait une histoire dans laquelle il y avait un dieu des volcans. Quand on ne savait pas pourquoi il y avait un orage, on inventait un dieu des orages. Alors, en fait, ça veut dire que la fiction a toujours été une manière de comprendre le réel, y compris quand on ne le comprenait pas. En fait, la fiction vient épouser un désir de comprendre. Et la littérature est une machine à aider à comprendre. La particularité de la littérature, c'est qu'elle ne s'appuie pas sur l'intelligence, elle ne s'appuie pas sur le raisonnement, elle s'appuie avant tout sur l'émotion, positive ou négative, qu'on va réussir à faire naître chez un lecteur, une lectrice. C'est parce que vous êtes scandalisé, amusé, etc., que vous comprenez une situation. En fait, la littérature populaire a ceci de particulier, c'est qu'elle estime, c'est un préjugé, mais enfin moi je m'inscris dans cette mouvance-là, que le plaisir est une manière de comprendre le réel. On croit que souvent le plaisir est simplement une distraction, mais en fait le plaisir est une grille de lecture du réel. Donc c'est la raison pour laquelle je m'inscris dans une école de littérature qui vise à toucher le plus grand nombre. Est-ce que vous faites une différence entre le réel et la réalité ? Oui, bien sûr. Le réel, c'est le factuel, c'est ce qui arrive réellement. Et la réalité, c'est la manière dont nous regardons le réel. Chacun de nous a sa réalité. Ici, dans cette salle, chacun vit une expérience différente. Le factuel, c'est ce qui sera enregistré sur la bande vidéo, c'est les mots que je prononce, les gestes que nous faisons. Ça, c'est le réel. Et puis la réalité, c'est la façon dont chacun d'entre nous aura regardé ces gestes, aura entendu ces mots-là. Et la littérature, justement, c'est pas une science du réel, c'est une science de la réalité, parce qu'avant tout, c'est un art du point de vue. Toutes les histoires ont été écrites. Toutes. Il n'y a pas d'histoire originale. Aujourd'hui, après 40 siècles de fiction, qui va avoir la prétention de raconter une histoire originale que personne n'aurait racontée? C'est de la blague, évidemment. Donc, ce que nous devons faire, nous, c'est de raconter toujours les mêmes histoires.
Alors, il y a un fond qui est assez colossal quand même. Enfin bon, on va puiser dans le fond de ces histoires, et ce qui va nous intéresser, nous les romanciers, c'est d'essayer de donner un point de vue sur ces histoires. La même histoire racontée selon les différents siècles, eh bien c'est la variété des points de vue qui va faire comprendre ce que c'est que cette situation-là. C'est la grandeur de la littérature. De la littérature, oui, parce que je me demandais pourquoi, à ce point, vouloir si souvent un peu compartimenter la littérature populaire, la littérature, etc., etc. Puisque là, justement, vous venez de le dire, la littérature, quand la littérature est là, elle est littérature, peu importe. Enfin, je voulais vous entendre là-dessus. Pourquoi Non, je dis ça parce que les catégories, c'est simplement pratique pour se comprendre. Non pas que je fasse des catégories. Ça fait peur aussi. Mais... Les catégories, ça réduit aussi, ça étiquette. Oui, ça... non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais vous voyez, mettez-vous à la place d'un lecteur quand il veut un roman historique, il sait de quoi il parle. Quand quelqu'un dit « je veux un roman d'amour », il sait de quoi il parle. Donc en fait, le pratique avec les catégories, elles sont bien évidemment réductrices, vous avez raison, mais elles ont un côté pratique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous allez chez votre libraire et que vous demandez un roman d'aventure, on ne va pas vous donner, autre chose que Guerre et Paix, on ne va pas aller vous donner La Montagne Magique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour parler... C'est pratique d'avoir des catégories parce que tout le monde s'entend à peu près sur ces catégories. Mais je suis d'accord avec vous, c'est qu'au fond, la littérature est une espèce de champ dans lequel se retrouvent à peu près toutes les littératures. Oui, et puis l'aventure, elle est humaine. Enfin, on parle de toute façon de l'âme humaine et de ces diverses aventures. Mais merci de cette petite précision. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez, que vous nous racontiez un petit peu ce que ça fait de se balader la nuit dans le périph'. Sur le périph', aux abords du périph'. Parce qu'on parle beaucoup de périphérique dans ce livre. Ouais. Alors, en fait... Et vous vous êtes promené longtemps, oui. Comment c'est? Parce que nous, on sait pas. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà baladé une nuit entière. En fait, d'ici, on est peut-être un peu loin du périph'. Hein. Oui, mais parfois, on s'en va. On doit sortir à la porte d'Orléans, mais entre la porte d'Orléans et ici, il y a un peu de chemin. Il y a un petit peu de chemin. Vous n'y allez pas tous les soirs. Hein, mais certains prennent le train, l'avion, tout ça, la voiture. Alors, dites-nous, le périph', c'est comment? Alors, en fait, on est en 2015 et j'ai le projet d'écrire une série pour Canal+. Et le périph' me fascine parce que c'est pas du tout simplement une bande autoroutière qui entoure la capitale. C'est en fait un ouvrage extrêmement complexe. Il y a des sous-sols, il y a des coursives. C'est extraordinairement compliqué. Et c'est une véritable ville. Il y a, 150 personnes qui travaillent tous les jours. On voit jamais personne en dehors d'un moment où il y a un accident, où il y a une voiture qui vient avec des types en gilet jaune. Hein. Mais sinon, on voit pas beaucoup de monde. Mais en fait, il y a des centaines de personnes. Il y a un QG avec des dizaines d'écrans. On surveille le périphérique. C'est vraiment un ouvrage extrêmement complexe. Et j'avais imaginé un sniper sur le périph'. C'était une idée assez bien. L'idée qu'au fond, cet ouvrage était beaucoup plus fragile qu'il n'y paraissait. Et qu'au fond, le moindre grain de sable pouvait enrayer une machine extraordinairement complexe. Bon, j'ai abandonné cette idée parce que Canal+, finalement, n'a pas mordu à cet hameçon. Et puis, je l'ai gardé depuis une quinzaine d'années. Et là, quand j'ai fait les belles promesses, je me suis dit, c'est à ce moment-là que je vais récupérer en fait mon investissement, parce que je vais passer des nuits et des nuits avec ma petite caméra sur le périphérique pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. C'est un ouvrage assez fascinant. On y reviendra sur le périph'. Moi, je veux retourner du côté de l'émotion. Pour retourner du côté de l'émotion, j'ai envie de vous faire entendre, bon, vous allez le voir aussi, mais là, c'est pas la peine de se lever pour l'instant, la voix de Philippe Clévenot, dans Elvire Jouvet 40. Elvire Jouvet 40, magnifique. Exactement. Je sais que vous appréciez beaucoup le théâtre. Regretté Clévenot. Alors, pardonnez la qualité de l'image. Hein, c'est donc les leçons de Jouvet qui ont été mises en scène ensuite par Brigitte Jacques et filmées par Benoît Jacot, jouées par Philippe Clévenot, Maria de Medeiros. C'est une toute petite séquence, ça va peut-être nous faire rebondir. Sganarelle est bouleversé par cet amour extraordinaire. À ce moment-là, c'est pas un personnage comique. Il dit pauvre femme. Ce pauvre femme va vraiment avec la scène. C'est très déchirant. Jamais je n'arriverai à ça. Tu y es presque. Tu dois y arriver. Si tu n'y arrives pas, tu me décevras beaucoup parce que le seul reproche que je te fais,
C'est celui que je t'ai fait pendant ta 2e année. Tu te le rappelles, je te l'ai expliqué un jour. Tu as mal joué le jeu, tu as truqué, tu as maquignonné, tu as voulu arriver à avoir une scène de concours éblouissante, tu avais admirablement préparé ta scène, tu as un sens, une intelligence du théâtre. Mais en te voyant faire ça, je me disais... Oui, ce n'est pas vrai, elle n'y met pas ce qu'il faut y mettre. Tu as tendance à faire du chiquet parce que la technique qui ne vient pas du sentiment, c'est du chiquet, faut rejeter ça. La technique qui ne vient pas du sentiment. Alors, cette phrase est absolument admirable. Petite anecdote. De quand date, vous vous rappelez de quand date le spectacle? Alors ça, non. Alors, moi, je suis des cours de théâtre quand je suis jeune homme, et mon projet, c'est de me présenter au conservatoire. Mais je n'étais pas très légitime pour le faire. Je venais d'une famille modeste, ouvrière, et j'avais pris des cours dans un cours de théâtre. J'étais chez René Simon à l'époque, qui était un cours dans lequel on trouvait des strates sociales qui ne représentaient pas trop ma culture, et moi je ne représentais pas la leur. Donc j'abandonne l'idée de me présenter au conservatoire. Bon, le temps passe, et puis c'est resté un regret fort. Et je vais au théâtre et je vais voir Clévenot. Et je me souviens, j'étais au tout début, au premier rang, et j'ai pleuré à la fin du spectacle, enfin aux 2 tiers du spectacle. J'étais tellement ému par Clévenot qui joue le rôle de Jouvet, par cette situation absolument tragique, et puis par quelque chose qui était dans la mise en scène, c'est que ça se passe en 40, il n'y a pas de chauffage, donc tout le monde joue un peu en manteau, ils ont froid, et ils poursuivent leur travail artistique. Et j'avais été absolument bouleversé par ce spectacle qui résonnait très très fort dans mon histoire personnelle. Alors la phrase, quelle est-elle déjà? La technique qui ne vient pas du sentiment, c'est à rejeter ça. Ouais. Alors ça, la leçon de Jouvet qui est interprétée là par Clévenot, pour moi, je suis content que vous ayez trouvé cette archive, je n'y aurais pas pensé, c'est une très très bonne idée, parce que d'une certaine manière, elle est inscrite dans le travail du romancier. Je pense que c'est un petit peu à ça que vous vouliez venir, et c'est tout à fait juste. Le romancier est un artisan, donc il est du côté de la technique. L'écrivain est un artiste, et donc il est du côté de l'émotion. Alors, quand on est un écrivain de la race des romanciers, on doit être à la fois les deux. J'ai l'habitude de dire, moi je ne suis pas un écrivain, je suis un romancier, mais pour être plus exact, j'utiliserai la phrase de Geoffrey, de Régis Geoffrey, qui dit « Je suis un écrivain de l'espèce des romanciers ». C'est assez juste. Parmi les écrivains, il y a plein de choses, et il y a plein de métiers, et moi je fais celui de romancier. Et donc, d'un côté, la technique, on ne fait pas un bon écrivain sans technique, sans travail. L'intuition ne suffit pas. Elle peut suffire, je dirais, sur un texte court, l'intuition du moment, le coup de génie, mais pas sur 500 pages, quoi. C'est rare. C'est rare que 500 pages puissent être simplement le fruit d'une bonne idée, d'une intention un peu sauvage, et qu'elle ne soit pas vraiment construite. Je ne connais pas d'exemple. Je ne connais pas d'exemple dans la littérature. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est allier, effectivement, vous avez tout à fait raison avec cet extrait-là, allier ce qui est du domaine de l'émotionnel, ce que vous allez chercher à produire chez le lecteur, la lectrice, et qui correspond à l'émotion que vous ressentez au moment où vous travaillez, et en même temps avoir la technique, parce que sans la technique, votre roman va risquer de ressembler à un soufflet, et il va très vite retomber. Et vous c'est mon verre ou c'est le vôtre? C'est le mien, mais buvez-en, buvez-en. Mais vous ne l'avez pas utilisé? Je ne suis pas malade. Ça va aller? Buvez de ce côté-là, pas de ce côté-là. Ouais. Je bois de quel côté? Celui-ci? Oui, là où il y a du rouge à lèvres, il faut pas. Ça dépend. Si vous en avez envie, vous pouvez. C'est gentil. Ces histoires justement d'émotion, de manipulation. Vous dites vous-même, alors oui, ça aussi, que la littérature, le roman, la fiction est le seul espace où on aime être trompé. Alors pourquoi? Ça me pose question, parce que tromper, en étant aussi proche justement du réel, de tout ce qui sourd, de tout ce qui nous agite, de tout ce qui nous ressemble, c'est aussi un sacré miroir. Est-ce qu'on est réellement trompé? Oui, parce que... oui, dans le meilleur des cas.
dans le meilleur des cas. Si le lecteur, la lectrice rentre dans le roman et vit avec les personnages, il oublie un peu qui il est. Je suis assez brechtien pour ça. C'est-à-dire, si vous êtes dans une histoire et que vous êtes immergé dans l'histoire, vous oubliez un petit peu qui vous êtes. On a tous fait l'expérience, on tourne les pages, on se dit « Ah, il est déjà 23 heures ». Enfin, on a oublié qui on était au profit de l'histoire dans laquelle on s'est immergé. Donc notre travail à nous, les romanciers, c'est d'essayer de créer les conditions que vous puissiez vous oublier en tant que personne au profit d'une histoire dans laquelle vous allez vous immerger. Donc mon travail, c'est d'essayer de créer les conditions pour que vous oubliez qui vous êtes au profit de l'histoire que je vous raconte. Donc en fait, c'est ce que j'appelle une tromperie, c'est-à-dire au fond, c'est ce que Brecht avait très bien compris. Pourquoi est-ce qu'il voulait que les gens restent conscients du fait qu'ils étaient au théâtre? C'est de ne pas se laisser prendre par l'assujettissement qui était justement ce que en tant que marxiste, il combattait. Donc en fait, il disait, il faut rester lucide. Alors moi, je suis assez brechtien, c'est-à-dire que j'essaie de travailler un petit peu la lucidité en faisant de temps en temps des clins d'œil au lecteur, en faire des appels au lecteur. Le lecteur se souvient que, etc. Bon, ça c'est ma manière un peu brechtienne de rappeler au lecteur qu'il est en train de lire une histoire. Mais sur le fond, quelle est ma volonté? Si je pouvais, idéalement, si j'y arrivais, si c'était techniquement, humainement possible, le lecteur rentrerait à la première ligne du roman, lirait le roman sans avoir la conscience du fait qu'il est en train de lire une histoire, il serait immergé et il fermerait la 4e de couverture en disant « Waouh !» Bon. Alors ça, j'y arrive jamais. Waouh quoi, la suite de la phrase. Quelle expérience, quelle aventure, quelle histoire, quel livre, quelle émotion j'ai ressentie. J'ai été bousculé dans tous les sens et j'arrive au bout, waouh. Et donc on ne s'oublie pas, au contraire, on est augmenté par ce qu'on vient de lire. Oui, mais justement on est augmenté après la 4e de couverture. En fait, on ne se rend pas compte qu'on augmente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait l'idée d'être dans le roman, de s'identifier à un personnage, d'être avec eux, c'est de s'oublier un petit peu. Finalement, c'est aussi une des fonctions de la littérature, de nous permettre de nous oublier, de vivre dans l'émotion des autres, parce que c'est d'une certaine manière une expérience humaine que d'essayer de comprendre les autres en se mettant à leur place. Vous connaissez l'expression, il n'y a que la littérature qui y arrive. Oui, c'est presque une question de survie au sens littéral. On est survivant. Quand on lit un livre, quand on est traversé par un livre, quand on regarde une œuvre, peu importe, ça c'est vraiment du domaine de l'art, pas que celui de la littérature. Mais pour moi, c'est plutôt de cet ordre-là. Pour moi, je me sens plus survivante que trompée. Mais bon, ce sont des détails de vocabulaire. On va entendre une autre voix. Là, c'est pareil, pas la peine de se lever encore. On va entendre la voix de Michel Simon. Oh là là. Et ensuite, on pourra aussi peut-être réagir sur ce qu'il est en train de dire et qui fait écho à ce que vous dites souvent. C'est bon pour toi, Bruno ? Alors, je suis assez réservé. Je suis assez réservé parce que il a factuellement raison. Réalité, puisqu'on y revient là. Il a factuellement raison. Mais il y a quelque chose de misanthrope dans l'attitude de Michel Simon que je ne partage pas trop. Oui, mais là, c'était par rapport aux propos sur la chimie, le monde moderne, le progrès. La prolifération de l'humain comme des rats, vous voyez, c'est pas trop mon orient. Je peux partager factuellement ce que dit Michel Simon, et c'est frappant quand même de voir ou d'entendre qu'avec plusieurs décennies d'avance sur nous, il a déjà perçu ce qu'on percevait à son époque. Il n'est pas d'une lucidité exorbitante. On savait déjà toutes ces choses-là. Mais je suis aussi inquiet que lui, et peut-être même plus sur l'avenir, mais j'ai pas glissé dans la misanthropie, Dieu merci. Alors, en tous les cas, je voulais faire ce parallèle aussi avec un des thèmes qui se dégage dans Les Belles Promesses, ce rapport entre la ville et la campagne. On parle beaucoup des agriculteurs, beaucoup de choses d'ailleurs dont on parle aujourd'hui sont parties d'ici. Vous êtes sur les terres courage et révolté. Oui, c'est très satisfaisant pour moi. Voilà, vous êtes au cœur de la révolte. Et donc c'était ce lien-là, c'est-à-dire cette science, ce savoir, cette chimie, ce progrès comparable à ce que vous dites au sujet du périphérique. À la fois c'est un ouvrage merveilleux et à la fois c'est un talon d'Achille.
Alors, moi, je ne dis pas trop ça dans mon roman. Dans les interviews, vous les avez... Oui, voilà, dans les interviews, bien sûr. Mais en fait, je ne dis pas ça dans le roman parce que c'est pas non plus dans la conception que j'ai de mon travail. Je ne veux pas réfléchir à la place des lecteurs ou des lectrices. Non, mais vous pointez les dysfonctionnements, les déséquilibres, les exclus, à la marge, alors, à la page. Oui, voilà, je les désigne, mais c'est au lecteur et à la lectrice de tirer la morale de ça. Moi, mon boulot, il consiste à écrire des histoires et à laisser suffisamment d'espace au lecteur et à la lectrice pour se faire son idée sur l'histoire que je raconte. Encore une fois, vous le disiez dans votre présentation, c'est vrai que j'avance pas masqué. N'importe qui lisant une quinzaine de pages de mes livres, c'est globalement quel est mon cadre de référence, quelle est ma grille de lecture du réel. J'ai plein de lecteurs et de lectrices qui partagent pas du tout mes convictions. Hein. Mais ça les empêche pas souvent, ou parfois, je sais pas, en tout cas ceux qui viennent me voir, de prendre du plaisir et de l'intérêt à lire mes livres. Alors ça, j'espère que c'est le résultat d'un travail qui consiste à présenter des faits avec une grille de lecture. Et vous avez raison, quand je pointe les exclus de l'exode rural ou les exclus de la ville, les expropriés du périph', de cette manière, je prends position. Mais mon travail consiste à essayer de ne pas tirer de morale de ça, de ne pas tirer d'enseignement, de présenter factuellement ce que je crois être vrai, mais de laisser l'espace au lecteur et à la lectrice de tirer la morale qu'il souhaitera tirer de cette affaire. Donc, par exemple, pour la question écologique, je n'y touche pas. Je n'y touche quasiment pas. J'espère que les lecteurs, les lectrices vont, eux, faire le chemin qui va les conduire du morceau de périphérique qu'on voit se construire dans mon roman à la situation d'aujourd'hui. Mais ça, c'est pas mon travail, ça relève du jugement. Le livre, une fois qu'il est dans les librairies, il appartient au lecteur, il appartient plus à celui qui l'a fait. On peut lire un deuxième extrait, je crois qu'il est à propos, celui-ci, que vous aviez choisi, de la page 98, je crois. Oui, c'est oui, ça. 98, oui, allons-y. 98. Allons-y. On parle justement de la construction du boulevard périphérique. Donc, dans le roman, on en construit un petit tronçon. Cette débauche d'énergie, d'argent, de technique et de sueur était mise au service de l'objet emblématique de l'époque, du produit idéal du capitalisme qu'était devenu la voiture. Omniprésente au cinéma, dans les romans, dans la publicité, elle constituait la marque indiscutable de l'indépendance et de la disponibilité de ceux qui en possédaient une et figurait tout en haut de la liste des désirs et des rêves de tous ceux qui économisaient pour y parvenir. Par sa vitesse, son individualisme, l'indépendance qu'elle promettait, elle était le symbole de la modernité, l'horizon de joie fondamentale et de vie si intense que la mort elle-même y gagnait un tout autre visage. Rien n'était plus en vogue que les accidents de voiture. Les journaux raffolaient du frisson provoqué par les épaves enroulées autour des platanes et les carcasses stabilisées sur le toit après 3 ou 4 tonneaux. On aurait dit que les célébrités se pressaient au portillon de Saint-Pierre pour gagner une mort tragique, soudaine et médiatique. La voiture, tout le monde en convenait, devait se voir attribuer toute la place qu'elle méritait. Il était grand temps que l'immobilier se mette au service de la mobilité, que les urbanistes épousent l'automobile, voluptueux mariage dans lequel la voiture devenait à la fois la maîtresse idéale, assurant à l'homme de le propulser dans le vertige orgasmique de la vitesse, et l'épouse parfaite lui offrant un foyer émollient et protecteur les jours d'encombrement. Et dans le répertoire des aménagements rendus indispensables par l'arrivée dans la capitale de 170 000 véhicules nouveaux chaque année, au-dessus de l'élargissement des rues et des avenues, de l'agrandissement des espaces, de la multiplication des feux de signalisation et des places de parking, s'imposait le projet prométhéen de libérer Paris de l'engorgement grâce à une voie autoroutière, cercle fermé d'une irréelle fluidité sur lequel la voiture pourrait glisser sans entrave dans un temps suspendu et féerique. Merci. Merci.
Alors, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus de façon extrêmement sensible et non explicative au sujet de Pierre Lemaître, je vous propose de regarder ce petit diaporama que j'ai réalisé en piochant parmi ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, les références non exhaustif, je le répète, parce que vous savez qu'à chaque fin de livre, il y a une reconnaissance de dette. Il cite voilà, tous les auteurs, les gens, les proches, peu importe, même les inconnus parfois, chez qui il a pu s'inspirer ou piocher tel ou tel... Bon, j'ai pas pu tout mettre, sinon ça aurait fait 4h30 à peu près. Donc là, ça fait 4 minutes. Donc je vous convie à aller, attention, on va allumer un peu pour qu'il ne tombe pas. Voilà, d'être un peu sur le côté là-bas pour mieux voir. Et vous allez rentrer un tout petit peu dans l'univers de Pierre Lemaître. C'est parti. Enfin, prenons le cas des héros. Supposons, prenons la dernière guerre. Vous avez des tas de héros de la Royal Air Force, des héros d'aviation américaine, etc., qui, à 22, 23 ans, ont vraiment fait des choses extraordinaires. Mais certains étaient sortis derrière un rayon d'épicerie, ou de 5, 10, 15. S'il n'y avait pas eu la guerre, ces gens seraient restés des épiciers. Or, tout à coup, ils sont devenus des héros. Grâce à la guerre, en quelque sorte. Vous avez la même chose en marge. Vous avez des soldats qui sont partis pour la guerre, qui étaient de braves employés de banque ou n'importe quoi, qui, à un moment donné, se sont trouvés dans une armée d'occupation, et qui, là, y ont fait des actes qu'ils n'auraient jamais fait sans cela. Et pour lesquels, en temps de paix, ils auraient été mis en prison pour le reste de leur jour. Donc, voilà un choc, en quelque sorte, qui, en bien ou en mal, a changé complètement la vie de certains individus. Eh bien, c'est la même chose, en somme, pour tous les personnages. Si vous mettez un personnage dans une situation 2, vous allez voir comment il va réagir et vous allez pouvoir le voir aller jusqu'au bout de lui-même. C'est ça, un roman. D'ailleurs, la définition n'est pas de moi, elle est de Balzac. On lui demandait qu'est-ce qu'un héros de roman, et Balzac répondait, c'est n'importe qui dans la rue, mais qui va jusqu'au bout de lui-même.
Là, ça m'a foutu un coup, hein. Ça sent le sapin un peu, ça. Hein. Mais non. Non, écoutez, je vais vous dire, je trouve ce diaporama absolument formidable. J'ai vu, alors c'était la voix de Simenon qu'on entendait au début, hein, bien sûr. C'est absolument formidable. Parce qu'en fait, vous avez réussi, là, comme ça, en quelques minutes, à condenser, à balayer une grande partie de mes romans, en tout cas. Hein, je dis pas une partie de ma vie, mais une partie de mes romans. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses de moi, hein, puisque vous aviez mis des personnes qui me sont chères. J'ai vu Perrine Margaine, j'ai vu Albert Dupontel, j'ai vu voilà, des gens qui sont proches de moi. Donc, en fait, voilà, moi, j'ai été ému par ce diaporama. Je le trouve très réussi, je le trouve très juste. Je trouve très juste. Vous avez je dirais, feuilleté comme ça les romans avec beaucoup d'acuité et beaucoup. Enfin, c'est très, très émouvant. Je vous remercie beaucoup, ça me fait très plaisir. Mais je vous en prie, avec grand plaisir. Alors, j'aimerais qu'on aborde la notion, la question du crime et des femmes. Je vais faire un titre. Les femmes et le crime et les femmes. Est-ce que, rien qu'avec ce titre, il y a quelque chose que vous pourriez... en fait, ça me gêne un petit peu d'associer les deux comme ça, ipso facto, vous voyez, je veux dire... Votre criminel ne tue que des femmes. Pardon ? Votre criminel ne tue que des femmes. Mais les hommes ne tuent que des femmes. D'une manière générale, c'est pas mon héros. Enfin, regardez... Enfin, toute l'histoire qu'on nous raconte aujourd'hui sur le féminicide ne cesse de nous raconter que depuis la nuit des temps, les hommes tuent les femmes. Les hommes se tuent entre eux pendant la guerre. Mais hormis des guerres, les hommes tuent des femmes. Et la majorité des crimes sont commis par des hommes. Et la majorité de ces crimes ont pour des victimes des femmes. Donc en fait, mon héros, il n'est pas exorbitant du droit commun, hélas. Hélas, oui. Hélas. Mais ce rapport au crime, je voudrais l'interroger avec vous dans ce qu'il a de, comment dire, d'un peu dérangeant. Quand vous parlez de jubilation, justement, un peu comme au théâtre, on préfère jouer les ordures et les crapules plutôt que les jeunes premiers. Pourquoi ? Je crois que ça touche à quelque chose qui rejoint le plaisir qu'on a à lire des romans policiers. C'est qu'au fond, on est plutôt content de voir des gens capables de faire ce qu'on ne s'autorise pas soi-même. Et en plus, on doit les voir punis pour quelque chose dont nous nous sentons confusément ou inconsciemment capables. Donc en fait, je pense que dans le théâtre, pour les acteurs, je pense que pour les romanciers, dans leurs romans, je pense notamment aux lecteurs ou aux lectrices dans le cadre des romans policiers, il y a ce plaisir un peu secret de réaliser par délégation quelque chose que notre surmoi nous empêche de faire. C'est pour ça que c'est vraiment très libérateur. Ça veut dire que chez chacun de nous, il y a ce rapport et ce désir... Oh, qui n'a pas eu envie de tuer quelqu'un ? Oui, c'est ça que je voulais entendre. Il y en a ici. Alors, est-ce que quelqu'un peut lever la main ? Ceux qui n'ont jamais, qui n'a jamais eu envie de tuer quelqu'un ? Non, mais je veux dire, l'idée de tuer quelqu'un, ça nous est tous arrivé. Dans un moment de colère, on dit ça nous laisse tous arriver. Alors, le roman, le théâtre, enfin l'art de la fiction d'une manière générale, c'est un endroit où quelqu'un va au bout de notre désir inconscient, de notre réflexe inconscient. Bon, voilà, donc on se réalise par délégation. Oh, ça fait du bien. Ce serait aussi au bout de lui-même de Simenon. Oui, je pense que... Alors, Simenon, il y a une autre dimension dans ce qu'il dit, en citant Balzac, hein, il y a une autre dimension, c'est d'aller au bout de sa destinée. Et le bout de la destinée d'un personnage n'est pas forcément criminel ou morbide. Mais en tout cas, c'est d'aller au bout de sa destinée. Et sur ça, il a raison. Hitchcock disait quelque chose d'un petit peu approchant. Il disait finalement, dans mes films, c'est des gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires. C'est un petit peu la même idée. C'est toujours cette idée que chez les gens ordinaires, les gens du tout venant, et pas simplement chez les héros ou désignés tels, il y a une capacité de temps en temps,
que leur trajectoire aille au bout de sa route. Et notre travail à nous, romanciers, c'est le cas aussi de dramaturges, et c'est mis, c'est intermédié par les acteurs au théâtre. Notre boulot, c'est d'amener des personnages au bout de leur destinée et de permettre au lecteur d'en être à la fois l'acteur émotionnel et en même temps le spectateur distancié. C'est beau ce que j'ai dit là, non? Hein, vous avez le droit de prendre des notes. Hein, si... Vous pouvez applaudir. Non, il n'y a pas de. Non, Ah, mais si, si. Ah, mais si, on applaudit, on peut l'applaudir. Hein. Mais enfin, vous pouvez prendre des notes. Hein, n'hésitez pas. Hein. Ça va, vous tenez le coup? Hein, ça va, vous tenez le coup? On reste encore un peu ensemble ou on arrête tout de suite? Si vous voulez partir, on se lève tous. Que ceux qui veulent partir partent. Bon. Mais personne ne part. Ça a l'air d'être un défi, là. Alors, plus personne n'ose bouger. Là, on ne va pas les prendre en otage, tout de même. Mais alors, on va quand même... Parce que ça les intéresse, le crime, tout ça. Hein, ça, c'est quand même... Hein, c'est bizarre. J'aimerais encore une autre petite question, puis après, on pourra changer peut-être de sujet. Mais pourquoi est-ce que tout le monde... Enfin, ce sentiment-là d'avoir... qui n'a pas eu envie de tuer quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on a envie de ça? Je crois que c'est pulsionnel, en fait. Là, Mais de quoi elle est faite, cette pulsion? Pourquoi? Je suis bêtement freudien. Docteur Freud, justement, je voulais me... Je suis bêtement freudien. Je partage avec Freud l'idée que nous sommes animés par des pulsions, Eros et Thanatos, hein, des pulsions de désir qui vont du désir érotique au désir morbide. Nous sommes animés par ces pulsions et que le surmoi, c'est l'instance qui nous empêche, qui nous permet d'aller d'une certaine manière au bout de ça, mais sans aller totalement à son extrémité. Hein, par exemple, dans Eros, il y a l'idée que ça nous permet la jouissance, le plaisir, mais ça nous interdit, en quelque sorte, sur moi, nous interdit de pousser ça jusqu'au bout, ce qui va confiner un petit peu au morbide. Donc moi, là, sur ce domaine-là, je suis bêtement freudien, donc vraiment, je ne peux pas dire que j'apporte vraiment grand-chose au débat, là. Mm-hmm. Est-ce que vous avez encore l'envie, le temps d'entendre un troisième extrait de texte? Ça dépend de l'extrait, peut-être. Hein. Justement, alors il va être un petit peu... Si c'est la table des matières... Je veux bien avoir le privilège de lire votre langue, monsieur le maître. Et justement, de rebondir sur cette histoire de pulsion et de frustration. Alors, on va aller chez Philippe, qui est un des personnages de ce roman, qui est un des personnages les plus jeunes. On aura peut-être l'occasion ensuite de connaître sa vie dans les prochains romans. Vous êtes prêts? 2-3 pages. Pour le moment, la grande affaire de Philippe, c'était ce tournoi de billard de la Seine pour lequel il était maintenant qualifié. Somme toute, se disait-il, ma mère n'aime pas le billard, mais elle adore la réussite. Si je réussis... Il mit les bouchées doubles et, toujours sur la férule de M. Horowitz, intensifia son entraînement, enchaînant massé, coups de bande et rétro, et tenta même quelques coups de lune dont il espérait n'avoir pas à se servir. Un mouvement extrêmement difficile, réservé aux situations désespérées, et d'ailleurs, il n'y parvint pas une seule fois, ce serait pour plus tard ou pour jamais. Parce que survint soudain un événement fortuit de la plus extrême importance, qui relégua au second plan le billard, sa mère et, pour dire le vrai, tout ce qui jusqu'ici l'avait intéressé. Qu'est-ce qui lui était passé par la tête quelques jours plus tôt? Une intuition, peut-être? Au moment d'aller se coucher, Philippe s'était rendu silencieusement dans le couloir et s'était avancé jusqu'à la porte de tante Thérèse. Après avoir regardé à droite et à gauche, il s'était penché sur le trou de la serrure. Ce fut un choc. Il découvrit dans l'angle de la pièce tante Thérèse, de dos, qui achevait de défaire ses cheveux pour la nuit, campée sur sa jambe droite, la gauche légèrement avancée, ses mains retiraient délicatement les épingles. Les bras levés donnaient à tout son corps une allure élancée. Sa nuque était bien dégagée. Elle était nue et Philippe voyait ses fesses. Mais parfaitement. Il en resta pétrifié, tremblant des pieds à la tête. Il en avait déjà vu des fesses, mais là, c'était des vraies fesses de femme, vous comprenez? Incroyablement présentes, intimes, magnifiques, qui vous donnaient envie de vous précipiter à genoux. La bouche sèche,
Philippe les fixait, gravant dans sa mémoire la ligne parfaitement verticale qui commençait en bas du dos par un petit bourrelet étrangement enfantin et sidérant de vérité. 2 fesses, dont l'une, contractée par la position, soulignait une ligne horizontale qui semblait la soutenir, tandis que l'autre, relâchée, charnue et détendue, montrait un galbe du plus bel arrondi. Et elle bougeait. Chaque mouvement des mains et des doigts de tante Thérèse provoquait chez l'un ou l'autre un minuscule tressaillement qui les rendait toutes deux prodigieusement vivantes. Tante Thérèse baissa les bras, ses cheveux tombèrent dans son cou. Elle se pencha vers son miroir comme prise d'une soudaine curiosité pour un détail de son visage. Philippe imagina que dans la glace, elle allait découvrir son œil rivé au trou de la serrure. Il retint un cri et, de peur d'être entendu, il s'enfuit. Soufflé par cette vision, il n'arrivait plus à réfléchir. Il ne se souvint jamais d'être parvenu à se déshabiller, à se coucher. Les fesses de tante Thérèse étaient devant lui, non pas comme par le trou de la serrure, inaccessible, mais là, présente, ronde, blanche, offerte. Il n'eut pas à faire grand-chose pour jouir dans son drap, et une seconde fois dans la nuit, parce que ça l'avait réveillé, cette vision. Dès le lendemain, il y était retourné, mais en pyjama, pour avoir une main libre. Il s'était agenouillé devant la porte. Cette fois, il ne vit rien, parce que Thérèse n'ôtait pas sa culotte chaque fois pour se brosser les cheveux. Philippe, cette culotte, ça lui donnait envie de hurler. Ou bien tante Thérèse était déjà à sa toilette devant la petite table où reposait sa cuvette en émail et qu'on ne voyait pas par le trou de la serrure. Il entendait l'eau clapoter et il avait du mal à imaginer concrètement ce qui se passait. Il restait un moment, puis rentrait déçu à sa chambre chaque soir. Il attendit que Colette se soit mise au travail, que son réveil marque l'heure où tante Thérèse devait défaire ses cheveux devant sa glace pour se rendre en catimini jusqu'à sa porte en priant le ciel pour qu'elle n'ait pas conservé cette culotte qui n'était pas loin de le rendre fou. Il arrivait parfois trop tôt, parfois trop tard. C'était un créneau assez étroit. À 2 reprises, il fut néanmoins récompensé de son opiniâtreté et ainsi, le temps qu'elle se coiffait nue devant son miroir, il put fixer ses fesses avec tant de fébrilité que sa vue se brouilla, que sa bouche, d'abord sèche, commença à saliver. Il avait expérimenté le plaisir à la porte même de tante Thérèse, mais bientôt il s'organisa différemment. Dès qu'elle disparaissait, sa main pressant sa rigidité, il retournait à sa chambre, s'allongeait après avoir éteint la lumière et se concentrait sur son plaisir. Philippe était entré dans une vie nouvelle et exaltée. Une fièvre hormonale gravitant autour d'un objet sublime. Une existence toute hérissée d'érections soudaines, de rêves érotiques, lascifs qui s'achevaient en déflagration qui le laissaient pantois. Son esprit vagabondait d'une image à une autre jusqu'à ce que son imaginaire chauffé à blanc le fasse se recroqueviller sur ce bonheur tellement inattendu. Les fantasmagories inventées par son esprit avaient toutes en commun un certain flou. C'étaient des positions incertaines, des visions confuses, des images un peu brouillées. La seule certitude bien ancrée, celle-là, c'est le plaisir qu'elles entraînaient. Mais après plusieurs soirées plus ou moins récompensées, Philippe se sentit comme spolié. Il était fasciné par ses fesses, mais commençait à souffrir de ne voir que cela. Pourquoi ? Au lieu de se rendre à sa table de toilette ou à son lit, ne se retournait-elle pas vers la porte ? Quand il l'imaginait, il en était bouleversé. Cette perspective faisait naître en lui des images prometteuses de plaisirs inconnus. Alors, ses fesses, il avait envie de les battre, de les fouetter, de se venger sur elles, de la frustration de n'avoir qu'elles. Quand il retombait enfin, fourbu, vidé, essoufflé, il n'éprouvait plus que de l'énervement et de la rancune. Merci. Alors, vous avez choisi un passage embarrassant. Enfin, j'en rougis. Je ne voudrais pas avoir écrit ça, moi. Ça ne se verra pas sur la vidéo. Alors, vous savez, j'ai besoin, quand je travaille mes personnages, j'aime bien voir un peu à quoi ils ressemblent. Donc, en fait, souvent, je vais sur Internet chercher des visages. Alors, le personnage que je vais choisir peut être aussi bien un ministre polonais qu'un joueur de tennis, ça n'a aucune importance, parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un visage auquel je puisse me dire, tiens, bah voilà, ça c'est mon personnage, il ressemble à ça. Donc c'est complètement détaché de sa fonction. Donc la question que je vous pose, c'est quel cul m'a servi
Excusez-moi, je ne sais Eh pas bien, si ici à Foix vous on me connaissait... posez la question, c'est je ne sais ça pas si on connaît le mot, hein, pardonnez-moi. Alors, c'est soit le Mais cul de enfin, votre voilà. femme, Donc, soit le d'après cul de vous, votre maîtresse. Moi, je pense que c'est le mien. Alors c'est vrai, mais vous me l'avez montré qu'en coulisses tout à l'heure, et c'est un peu tard puisque le livre est déjà publié. Non, vous l'avez vu. Alors donc la question pas c'est grave. quel est le cul étalon, si je puis me permettre. Vous voyez, L'inspirant cul. Pardonnez-moi Oui. d'être un peu direct. Donc à qui était ce cul? Ah, grande question. Alors j'ai hésité entre plusieurs culs. Il y en avait quelques-uns que j'aimais beaucoup. Par exemple, non, enfin, je ne vais pas vous donner des exemples. Hein, c'est pas. Mais si, allez-y. Ouais, bon. Celui de Jane Birkin me plaisait beaucoup. Ouais. Jeune. Et puis, en fait, j'ai été visité par une vision. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je remercie les fesses. Mais bon, je remercie la propriétaire de ces fesses sublimes. C'est Simone de Beauvoir. Alors, si vous vous amusez à aller voir sur Internet, en 1952, elle a un ami qui la photographie. Elle est de dos, elle est devant son lavabo. Hein. Elle fait sa toilette, elle est nue. Et c'est une très jolie photo parce que c'est un corps de femme mature, c'est un beau corps ample. Elle est très belle, très belle. Et puis la photo a quelque chose, quand on sait que c'est elle, ça a quelque chose de caché et en même temps de revendiqué. Enfin, en fait, cette image ressemble bien, non pas ce derrière, hein, mais cette image renvoie à quelque chose qui nous est familier chez Simone de Beauvoir, à la fois quelque chose d'ouvert, d'un peu provocateur, d'un peu scandaleux, hein, ce qu'elle a été avec le deuxième sexe, et en même temps quelque chose de secret, de pudique, le fait qu'elle soit de dos. Hein. Et donc, j'ai pris comme modèle Simone de Beauvoir, c'est la raison pour laquelle je me permets de la remercier dans les conclusions. Et je dois dire que quand j'ai écrit ce passage, j'ai vraiment regardé très attentivement hein, cette image. Et si vous vous amusez à regarder la photo et de comparer avec le texte, bah, vous verrez un petit peu comment se montre un petit bout de fiction, quoi. Enfin, c'était un assez bon moment d'écriture, je dois dire. J'imagine. Très raisonnable, hein, je veux dire. N'allez pas vous imaginer les choses. Ah ben, tout est fait pour qu'on s'imagine. Oui, mais tout est fait pour qu'on se l'imagine. Voilà, pour qu'on se l'imagine. Après, voilà, à la fois pour la beauté de ses fesses et à la fois pour ce rapport au désir, aux émotions masculines, dans tous les cas, on en apprend sur ce qui se passe dans le corps d'un jeune garçon quand il regarde par le trou de la serrure. Ouais. Et ensuite, surtout, ce qui s'ensuit, c'est-à-dire le fait qu'il ne puisse pas les avoir, le fait qu'il soit frustré, et puis le fait qu'il ait envie à ce moment-là de les battre, etc. En tout cas, tout ce système, cette mise en place de la frustration, et ce à quoi elle peut conduire, qui a peut-être conduit le père lui-même, etc. En tout cas, il y a quelque chose là qui est lié à ce dont on parlait tout à l'heure, cette notion de pulsion, de crime. Dans le roman précédent, je crois que j'espère avoir aidé un peu les lecteurs à comprendre, avec le viol de la petite Colette, j'espère que l'impact que cette scène qui est très très difficile, qui était très difficile à écrire, hein, sûrement des plus difficiles de ce qui m'est arrivé de devoir écrire, j'espère que ça a touché des hommes et que des hommes ont pu comme ça ressentir quelque chose, même d'un petit peu lointain, à ce que peut-être pour une femme d'être dans cette situation. Et à l'inverse, quelques lectrices m'ont dit je sais bien ce que c'est que la libido des adolescents, j'ai 2 garçons, bon. Mais enfin, quand même, je ne savais pas que c'était comme ça, vous voyez. En fait, je pense que la littérature, elle sert peut-être aussi un petit peu à ça, c'est de nous éclairer sur des choses qui nous semblent familières, mais dont on ne connaît pas toujours les tenants, les aboutissants. L'avantage d'un roman et d'une scène comme celle-là, c'est qu'elle déplie, comme
j'avais déplié un petit peu la question du viol avec cette petite Colette, d'avoir déplié un petit peu ce qu'était le moment de fusion hormonale de l'adolescence chez un garçon. Oui, et puis immédiatement après, ce rapport à la possession. Et ce thème de la possession, de l'avidité, de la récompense, de la domination, parcourt toute votre œuvre. Oui, alors, est-ce que je dois rougir ? En fait, je pense que c'est une expérience tellement universelle chez les hommes que j'ai pas l'impression d'être là spécialement original. J'ai l'impression qu'on a... C'est encore un petit peu le rôle de la littérature, au fond, de donner du relief et du sens à nos expériences intimes. Si j'assiste à la jalousie de Swann dans la recherche, Proust fait tellement bien les choses que je comprends ce qu'a été ma propre jalousie au moment où je l'ai vécue et donne du sens à mon expérience propre. Le propre de Proust, c'est qu'il ne parle jamais de lui-même, il ne parle que de nous. Voilà. Et en fait, c'est la grande leçon de Proust, c'est que la littérature ne devrait jamais parler de l'auteur, elle devrait toujours parler de ce qui se passe chez le lecteur. C'est toujours ce qu'on essaie de faire. Et là, avec une scène comme celle-là, et avec celles qui vont suivre, puisque Philippe va aller un petit peu au bout de son expérience libidinale avec Tante Thérèse, j'espère avoir déplié quelque chose du désir masculin, à la fois pour la réminiscence des hommes et pour la connaissance des femmes, très modestement. Et on vous remercie pour cela. Je l'espère. Ça m'a coûté, en énergie. Vous imaginez bien qu'à la suite de cette rencontre qui est sur le point de se terminer, vous allez pouvoir rencontrer Pierre Lemaitre à côté dans la salle du bar et puis échanger quelques mots, lui faire signer un livre. Là, j'ai une envie. Vous pouvez me dire non. Vous qui citez tant de références, tant d'autres littératures. J'ai là les Fleurs du Mal. Et la préface des Fleurs du Mal, pour moi, pourrait illustrer, prolonger tout ce dont nous sommes en train de parler. Nous sommes sur une scène de théâtre, vous rêviez d'être acteur, vous l'êtes un peu. Est-ce que vous pourriez nous faire l'honneur et le plaisir de lire cette préface ? Bien sûr. Merci. Et on finira là-dessus. Charles Baudelaire par Pierre Lemaitre. Seulement voilà ce poème-là. La première page ? Non, d'accord. La sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vermine. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Nous nous faisons payer grassement nos aveux et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste qui berce longuement notre esprit enchanté et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché, pauvre, qui baise et mange le sein martyrisé d'une antique catin, nous volons, au passage, un plaisir clandestin que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant, comme 1 million d'helminthes, dans nos cerveaux ribote un peuple de démons, et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible, avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants, dans la ménagerie infâme de nos vices, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde, quoiqu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement
avalerait le monde, c'est l'ennui. L'œil, chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fusant mon houka. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Merci. Merci à vous. Pierre Lemaitre, et merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.